Bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. On a un programme assez chargé puisque on doit recevoir dans un instant le maire de Pointe-Noire, Camille Elisabeth, nouveau maire d'ailleurs de la commune, de cette commune de Pointe-Noire. Avec lui, on fera un petit peu le bilan et les vœux. Ensuite, nous aurons Caroline Fingarol. C'est l'anniversaire de la mort de cet ancien maire de Pointe-à-Pitre, et l'une de ses petites filles, Caroline, sera avec nous pour pouvoir dire deux petits mots sur son grand-père. Ensuite, Jean-Philippe Nilor, il est député, c'est un Martiniquais, député martiniquais. Il a été au MIM, au mouvement indépendantiste, il n'est plus. On sera avec lui aussi. Et puis, nous aurons la chronique de Noémie Milne, chronique Je dépose ça là, on parlera des cheveux. Et ensuite, on a aussi la chronique du CGSS, la fonction conseil en entreprise, avec M. Yann Jean. Voilà un petit peu le programme. Sur l'actualité, c'est la manifestation qui a dégénéré hier au CHU. On revient tout de suite avec Harold et Michel de Pape sur cette manifestation. C'était hier dans la journée jusqu'au soir. Arrête. C'est une interpellation? C'est parti là. Ouais, c'est parti. Le président là, il était venu aux toilettes en disant là, et puis là, il rentrait là, ils ont fait porte là parce que c'est une gaz lacrymogène, et quand il est là, il a pas pêché, il sorti, il a dérentrer dans l'éveil. Pas mon pas ça qu'il a fait éveil là. Alors moi c'est pour ça que je regarde les cas qu'il a fait. Parce que je dis, mais pas arrêter des portes là, porte là est ouvert brusquement. Pourquoi porte là est ouvert brusquement? Quand il y a une idée fait. Ah bah ça. Donc c'est monsieur là qui m'a dépassé tout à l'heure là? Ouais, il était aux toilettes. Il m'a dépassé et puis il y a eu toilettes. Et là il y a eu toilettes. Gaz parti. Nous on dit dans là, nous on sorti. Et là regardez, il a dit rentrer parce que c'est à cause d'elle que c'est arrivé. Et là, on dit qu'il y a des pommes de fait et porte la fermée. Non, mais on ne peut pas dire moins qu'un monde commande des épicés ou quoi dire non. Et pendant qu'il y a l'ambulance qui rentre, il y avait malade dedans, on peut profiter pour gazer les gens. Ces gens ça sont pas humains, ils sont pas niqués. Alors, dis-moi, c'est qu'à faire moins. Moi, désolé. Et tous ces gens qui ont cautionné ça, ils ont payé. Oui, je suis inquiète parce que je suis contre l'obligation vaccinale. Bon, c'est pas bien vu, mais bon, c'est mon point de vue. Après, on verra à la fin de l'histoire. Ils se battent à fond, ils sont super persévérants. J'espère que ça paiera. Vous êtes confiante, vous? Pas vraiment, mais bon. On va être honnête, hein. Non, on n'est pas confiant, mais bon. Voilà, c'était comme ça jusqu'à hier soir, très tardivement dans la nuit. La route de Chauvel était un peu bloquée. Ce matin, quelques barrages dans la région de Sainte-Anne, pas actuellement Gouzier exactement, Morgaya, Boudiki. On a l'impression que les barrages reprennent. On va revenir tout à l'heure sur le barrage de Rivière-des-Pères qui, heureusement, a été enlevé dans la nuit, dans la journée d'hier. Mais nous avons notre premier invité, il est avec nous, c'est le maire de Pointe-Noire, une commune dont on ne parle pas assez souvent dans les médias. Camille Elisabeth est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous faites partie de ces nouveaux maires qu'on a décidé de saluer pour le début de l'année. Première question toute simple avant de passer aux vœux. Comment vous avez trouvé votre commune en prenant le pouvoir? Mais écoutez, ce n'est un secret pour personne. Quand j'ai pris la tête des affaires de la commune de Pointe-Noire, depuis 2018, nous savions que la commune avait un déficit, que, comme on dit dans le jargon, était épinglé par la Chambre régionale des comptes, avec plus de 2,7 millions de déficit, et que la Chambre avait fait des recommandations qui consistaient à ne pas embaucher et à ne pas remplacer les agents qui partaient à la retraite. Oui. Donc, c'est ce que nous sommes attelés à faire depuis. On n'a pas embauché, on n'a pas remplacé les personnes qui partent à la retraite. Et du coup, les effectifs descendent, mais il faut savoir que
dans la population d'agents, les effectifs que nous avons au niveau de la commune de Pointe-Noire, il faut compter que nous avons 33% d'agents en plus. Et ce sont des chiffres qui ont été publiés par l'audit que nous avons réalisé, la CRC, et même actuellement, nous sommes en train de travailler avec l'AFD pour pouvoir essayer de trouver des voies et moyens pour pouvoir améliorer les choses. Et là aussi, on nous dit que nous avons trop d'agents au niveau de la commune. Ça veut dire que vous allez devoir supprimer quelques postes? Non, puisque ce sont des agents qui sont titulaires. On n'a pas d'agents contractuels. Et notre gros souci, si vous voulez, notre grosse difficulté, c'est que nous n'avons que des agents sur 148, 47 agents à peu près. Nous avons plus de 120 agents qui ont plus de 50 ans. Donc ce sont des gens qui aujourd'hui frappent déjà dans pas longtemps vers la sortie, oui, et qui est très difficile d'envisager une quelconque reconversion avec eux. Oui, c'est ça le problème. On a les accompagner moins de 5 agents en moins de 30 ans chez nous à Pointe-Noire. Ah oui. Ah ouais. Comment vous expliquez ça? Mais parce que, bon, écoutez, aujourd'hui nous sommes en 2021, mais par le passé, bon, il y avait un recrutement qui a été fait par tout un chacun, et j'appartenais à une municipalité à l'époque également, où c'était peut-être plus des recrutements, comme on dit entre guillemets, politiques, et que les gens n'avaient pas la formation. Et en même temps, il y a un phénomène de ciseaux qui s'est opéré, puisque nous sommes montés dans l'ère du numérique, dans l'ère de l'informatique, et que assez souvent, ces gens-là ne se sont pas formés pour aller dans cette direction-là. Bon, alors quand on n'a pas de qualification spécifique et qu'on n'est pas formé, bon, ben, résultat, vous êtes obligé de les accompagner au moins jusqu'à la retraite. On les accompagne, voilà. Ouais. Alors, quand même, bon, on ne va pas rester dans le négatif. Quels sont, monsieur le maire, les atouts d'une commune comme Pointe-Noire? Il y en a quand même pas mal. Alors, Pointe-Noire a beaucoup d'atouts. Pointe-Noire a été, si on veut faire un peu d'histoire, Pointe-Noire a été, aux environs des années 67, une commune avec près de 9000 habitants. Je répète, près de 9000 habitants. Vous êtes combien maintenant? Aujourd'hui, on est 6200. Vous avez perdu 3000 habitants en moins. On a perdu. Alors là aussi, il y a eu des effets positifs et négatifs de l'arrivée de la route des Mamelles, qui a été... si je ne m'abuse, les travaux ont commencé en 1961, ça fait 60 ans, oui, et ont été achevés en 1967. Mais à partir du moment où la route des Mamelles était terminée, eh bien, ça a permis à des Guadeloupéens de découvrir la côte ouest de la Guadeloupe, mais ça a permis aussi aux habitants de la région Pointe-Noire, ou bien des habitants, de traverser et d'émigrer vers l'est. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit la commune du bassin, Abim, Gozé, Pointe-à-Pitre, Bémaro, Petit-Bourg, le Lamantin, il y a beaucoup de Pointe-Noirs, il y en a beaucoup. Oui. Ils ne sont pas revenus, quoi. Ils ne sont pas revenus. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce phénomène qui donc, nous handicape beaucoup. Et puis, au niveau de la natalité, ça c'est pour tout le monde. Les gens ne font plus beaucoup d'enfants comme par le passé. À l'époque, les parents avaient 10 enfants, 8 enfants, 6 enfants. Deux enfants et demi. Deux enfants et demi. Voilà, et voire pas d'enfants du tout. Oui, pas d'enfants du tout. Ouais. Mais on ne désespère pas, puisque nous avons beaucoup d'atouts et nous avons un relief qui est montagneux, qui nous permet d'avoir la montagne, la verdure. En même temps, nous avons la mer à côté avec les plages. Oui. Et puis, nous avons de très beaux sites qui sont très visités par les touristes. Quand on regarde Pointe-Noire, on ne pourrait pas comparer Pointe-Noire aux communes de la Riviera, puisque ce sont des communes qui se sont orientées vers un tourisme avec de grandes structures hôtelières. Mais à Pointe-Noire, nous avons également des gîtes, nous avons des gens qui ont des chambres d'hôtes. Nous recevons pas mal de touristes, sauf que nous n'arrivons pas à fixer le Pointe-Noirien, à fixer le visiteur sur Pointe-Noire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qui manque? Ben, il faut qu'on trouve le moyen de faire de Pointe-Noire une commune plus attractive. Oui. Et nous essayons en ce sens de pouvoir, je le dis, essayer de, sans pour autant, vendanger le patrimoine pointe-noirien, de trouver en sorte qu'on puisse vendre quelques parcelles pour que déjà les Pointe-Noirs puissent venir, parce qu'il y a des Pointe-Noirs qui demandent, et puis il y a des Guadeloupéens aussi qui aimeraient bien venir sur Pointe-Noire, profiter du calme olympien qu'on a sur Pointe-Noire, profiter de la plage, profiter de la mer, profiter de nombreux traces que nous avons. On parle beaucoup d'économie verte, d'économie bleue, nous sommes vraiment dans cette optique-là. Et puis, Pointe-Noire, c'est l'une des communes de la Côte-Soulevant à avoir une plus longue façade maritime dans le bout. Nous avons un littoral qui fait à peu près 1,5 km de Marigot à Petite Plaine
avec une zone linéaire. Donc, ce qui permet de pouvoir bien avoir un angle vraiment large sur 380 degrés, du moins, 360 degrés du moins. Pointe-Noire a été aussi, ou je ne sais pas si elle l'est toujours, vous allez me dire, la ville du bois. La ville du bois, la capitale du bois, de la Guadeloupe. Et même si aujourd'hui on importe beaucoup, mais le Pointe-Noirien, ils ne sont plus aussi nombreux, mais les Pointe-Noiriens continuent à travailler le bois, continuent à travailler le meuble. Il y a des jeunes qui ont repris le flambeau. Nous avons une association d'ailleurs des métiers du bois qui a pris naissance sur Pointe-Noire, qui s'est élargie sur l'ensemble du territoire guadeloupéen, qui bat un petit peu de l'aile depuis quelque temps parce que le dernier président en date est décédé, et puis le phénomène du Covid ne facilite pas du tout les choses, mais le Pointe-Noirien est quand même quelqu'un qui est très très prisé, qui a vraiment une ambition pour le bois, et nous, au niveau de la municipalité, nous cherchons à les encourager pour que le Pointe-Noire demeure la capitale du bois. Et la pêche? Eh bien, la pêche aussi. Pointe-Noire dispose d'un atout formidable, en l'occurrence le port de pêche de Baye-Argent avec le marché aux poissons, qui a été inauguré en 92. Et cette structure-là, là aussi, nous avons la volonté de vouloir l'améliorer, puisque quand on va le samedi matin au marché, sur le marché aux poissons à Pointe-Noire, eh bien, les pêcheurs, les marins ramènent des pêches extraordinaires. Et il aurait été judicieux, et nous envisageons à terme de voir dans quelle mesure nous pourrions permettre d'avoir une petite unité qui transformerait les produits de la mer et permettre aux pêcheurs de ne pas aller simplement le matin et retourner très tôt, mais pouvoir mettre la pêche sur un acte vraiment professionnel. Alors, jusqu'à récemment encore... Et puis, pour parler de la mer, il faut savoir que Pointe-Noire aussi, c'est la seule commune de la Guadeloupe à avoir un élevage de poissons. Voilà, l'aquaculture. Voilà, l'eau Caraïbe avec M. François Herman, qui fait non seulement les oiseaux, mais aussi qui fait le poisson en élevage en mer. Et je pense que ça aussi, c'est un atout qui peut nous permettre d'aller voir un peu plus loin. Et puis il faut dire deux petits mots, mais ça c'est peut-être pas un atout, mais enfin on parlait quand même que pendant longtemps le basket pointe-noirien a été au top, on peut dire. C'est pas ça qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans. Non, le basket pointe-noirien continue à être sur le devant de la scène. Vous avez un club comme la Luciole, qui est dans un premier temps un club formateur, qui a reçu des labels de la Fédération française de basketball. J'en parle 2 ou 3 labels, avec des gens qui encadrent ce club et qui font du bon boulot. Et vous avez à côté l'Étoile de l'Ouest qui continue aussi à faire un travail en profondeur, et qui a représenté Pointe-Noire et la Guadeloupe à plusieurs championnats de France de National 3 et ainsi au niveau de la Coupe de France. Et ces 2 équipes-là continuent à travailler. D'ailleurs, ils ont même essayé de faire un rapprochement avec les jeunes pour pouvoir aller plus loin. Et c'est une très, très, très bonne chose. Nous, maintenant, avec une fois encore, on ne cessera jamais de parler de ça, de la pandémie qui fait qu'aujourd'hui les activités sportives sont plus ou moins en sommeil. Mais quoi qu'il en soit, le basket pointe-noirien demeure et va continuer à évoluer. Alors, quand vous parliez de la traversée, d'un côté, effectivement, ça a fait peut-être fuir ou enfin quitter la commune, mais ça a rapproché la commune quand même, entre guillemets, de la vie guadeloupéenne. Ah oui, tout à fait. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, pour aller à Pointe-à-Pitre, il fallait passer par Basse-Terre, se réveiller à 3h du matin. Faire le tour de la Guadeloupe, pratiquement. Pour arriver à Pointe-à-Pitre à 10h ou 11h, et puis repartir de 14h, 15h pour retourner chez soi à 18h. Oui. Donc c'était vraiment un long périple, et les routes n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui. C'était pas du tout ça. Pour la jeune génération, méfiez-vous, ce qu'on a aujourd'hui, on a des billards, alors qu'avant, c'était pas du tout ça. C'était vraiment des routes, il fallait près de 1h30 pour faire Pointe-Noire Basse-Terre et 2 heures pour faire Basse-Terre Pointe-à-Pitre. Oui, tout à fait. Pointe-Noire était un petit peu isolé, il faut le dire. C'était complètement isolé. Moi, je me rappelle, mon grand-père me disait, quand il allait faire travailler dans les champs, dans les bois, il grimpait à un arbre et il voyait entre guillemets pays derrière. Puis ça veut dire qu'il voyait Pointe-à-Pitre petit bout. Oui. Pour lui, c'était vraiment le bout du monde. Ah ouais. Bon, alors, cela dit, quels sont vos projets pour pouvoir, puisque vous êtes à la tête d'une nouvelle mandature, tout maire a toujours quelques projets. Qu'est-ce que vous envisagez de
on va dire, dans les temps qui viennent, malgré la pandémie pour votre commune? Alors, malgré la pandémie, bon, quand on est arrivé, nous avons trouvé un certain nombre de dossiers qui étaient latents, des chantiers qui avaient commencé mais qui s'étaient arrêtés. Donc, on essaie de les relancer, notamment pour parler de sport, le terrain de sport de Petite Plaine, la piscine de Pointe-Noire, le hall des sports. Et puis, nous avons, en tant que sportif, j'ai hérité d'un parc sportif vraiment en piteux état. C'est pas pour faire de la polémique politicienne, mais c'est un constat et j'avoue que quand je vais sur des infrastructures sportives, Camille Elisabeth Sportif, président de la Ligue d'athlétisme par le passé, aujourd'hui national des sports à la région, a honte de voir ce que j'ai à Pointe-Noire, puisque en plus que je n'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens pour voir du moins, écoutez, il y a ça qui ne marche pas, non, je n'ai pas les moyens. Et sincèrement, ma grosse préoccupation aujourd'hui, c'est de voir comment remettre à niveau, remettre à flot tout cet ensemble d'infrastructures sportives, puisque on le sait très bien, le jeune on a un pays où il y a beaucoup de chômage, le sport quand même c'est un échappatoire, c'est un moyen de permettre de canaliser les énergies, et quand il n'y a pas de sport, eh bien, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et puis ils peuvent aller dans n'importe quelle direction. Donc on a un gros programme de remise à niveau de l'ensemble des infrastructures sportives qui sont sur le territoire de la commune de Pointe-Noire, y compris le rôle des sports qu'on veut essayer de redynamiser, de relancer. Dans le programme 5000 terrains de sport que le gouvernement français a lancé dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons répondu à des appels à projets. Nous répondons encore, notamment avec la Ligue de basketball pour le basket 3-3, et puis pour un certain nombre d'infrastructures, puisque nous voulons profiter de cet élan, de cette volonté de l'État pour pouvoir bénéficier de ces aides pour pouvoir amener le sport à un autre niveau. Alors, je pose la question à tous les nouveaux maires que j'ai reçus depuis quelques jours. En ce qui concerne le numérique, la fibre, etc., est-ce que Pointe-Noire aussi est dans les zones blanches toujours? Alors, nous sommes en zone blanche, mais il y a un projet avec la collectivité régionale d'ailleurs qui a commencé. Nous avons 16 points relais qui vont être installés sur Pointe-Noire avec une capacité qui va permettre de couvrir l'ensemble du territoire et d'éviter qu'on ait des zones blanches sur Pointe-Noire. Les postes seront placés. Donc connecter, pas même pas connecter. Puisqu'aujourd'hui, quand un touriste, même si le touriste à cause de la pandémie a du plomb dans les ailes, mais lorsque quelqu'un, quel que soit l'endroit où il va dans un pays, il regarde est-ce qu'il est bien connecté au réseau, parce que des fois, même s'il est en vacances, il peut travailler à partir de là où il est. Et si on n'est pas on n'est pas bien équipé, on n'est pas bien couvert, et bien la personne se dit bon, je préfère aller ailleurs. Donc nous sommes en train de rattraper le retard que nous avions à ce niveau-là, et j'espère que d'ici la fin 2022-2023, on sera tous opérationnels. Sur le plan touristique, vous avez dit que bon, bien sûr, il n'y a pas d'hôtel à Pointe-Noire, le grand hôtel se trouve à DE à côté, mais qu'est-ce qui peut être fait pour justement garder les touristes? Alors, je disais déjà que nous avions des gîteurs, nous avons des gîtes, et nous avons quand même un projet relativement intéressant qui nous a été présenté il y a quelques mois par un promoteur, quelqu'un qui est installé à Pointe-Noire, de construction de gîtes, mais de grand standing. Oui. Donc, cibler une autre clientèle. Nous avons à Baye-Argent aussi l'hôtel Pointe d'Argent qui tient aussi la route, c'est une structure qui est quand même assez bien cotée. Et puis, je disais, les gîtes que nous avons à Pointe-Noire sont relativement intéressants. Hein. Donc, le touriste qui vient à Pointe-Noire n'aura pas à se plaindre, aura la quiétude, aura le calme, aura tous les éléments que l'on cherche lorsqu'on va faire du tourisme. Et puis, Pointe-Noire, c'est une ville accueillante. Donc, il reste le problème culturel quand même. Alors c'est vrai, le problème culturel. Là encore, je vais faire un petit saut en arrière. Par le passé, il y avait des groupes folkloriques. Tout à fait. Comme on dit en veux-tu, voilà, sur Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est une denrée rare. Il y a quand même quelques personnes qui font de la résistance. Au niveau du Goka, par exemple, nous avons Taïka, nous avons Iskaï, nous avons ces gens-là qui font un travail régulier, ne serait-ce sur la plage de Caraïbes, sur la place rouge à Pointe-Noire. Nous avons aussi le théâtre. Oui. Monsieur René Philogène a été un des fervents défenseurs et promoteurs de cette discipline. On peut même dire un pionnier. Un pionnier, voilà, oui. Avec monsieur Balthus Maricel. Oui. Mais à Pointe-Noire, nous avons
la chance d'avoir une structure qui n'est pas encore tout à fait opérationnelle. C'est le centre culturel d'ailleurs qui va s'appeler Centre culturel René Philogène, qui se trouve juste en face de la Poste. Tout à fait. Et qui a été construit, lorsque nous sommes arrivés, c'était entre guillemets une coquille vide, il n'y avait pas de matériel. Le matériel aujourd'hui y est. Les jeunes pourront, mais la pandémie encore une fois a ralenti les choses, les jeunes pourront commencer à utiliser cette structure au sein de laquelle il y a 3 studios d'enregistrement de son de haut niveau, et des musiciens comme Fouette Dier qui ont visité cela, ou encore Frédéric Caracas, sont tombés des nues en se disant mais on ne peut pas penser qu'à Pointe-Noire vous ayez un équipement aussi important. Ce qui nous reste à faire, c'est la salle de cinéma, celle-ci qui parce parce qu'il y a eu un cinéma à Pointe-Noire. Il y avait un cinéma par le passé, en dessous du presbytère. Mais c'est cette salle qui n'avait pas été non plus programmée en termes de matériel, de sono, de scène, de rideaux et autres pour pouvoir faire la rendre performante. Et puis, nous avons trouvé que sa capacité était un petit peu limitée, 190 places, en comptant les places pour les personnes à mobilité réduite. Or, c'est une salle qui peut, si on fait des efforts, accueillir au moins 250 à 300 personnes. Mais il faut qu'on mette les moyens. En tout cas, elle commence à fonctionner et on a la volonté de faire en sorte qu'on arrive à faire, à rendre opérationnel ce ciné-théâtre en lui-même. Mais là aussi, c'est un élément, tout ça pour dire, c'est un élément qu'on a qui, au niveau culturel, peut porter un plus à Pointe-Noire et qui pourrait être le navire amiral dans le développement de Pointe-Noire, puisque ça pourrait attirer des personnes non seulement de Pointe-Noire, mais de la Côte-Sous-le-Vent et de la Guadeloupe. Parce qu'il y a eu un moment, un petit festival sur la plage de Pointe-Noire aussi. Pardon? Il y a eu un petit festival sur la plage de Pointe-Noire. Oui, il y a un festival. Alors, puisqu'on parle de festival, moi, j'ai envie de vous dire, je l'ai déjà dit, quand j'étais gamin, j'avais lu comme ça un jour dans un journal, dans un livre, pardon, qu'il existait en dehors de Pointe-Noire, Pointe-Noire, notre commune, il existait une autre ville qui s'appelait Pointe-Noire. Oui, en Afrique. En Afrique. Et l'une des premières choses que j'avais faites il y a plus de 35 ans, c'est que j'avais, par des relations que je tissais avec d'autres personnes qui étaient sous la métropole, on était rentré en contact avec cette ville. Et la municipalité de l'époque que présidait Claude Guillaume avait dépêché une délégation de personnes, dont il y avait Benzo, il y avait Bébé Wospar, il y avait Justin Gabali, il y avait Claude Beauzivoire, il y avait Madame Marie-Claude de Capestière qui fait le Gabarongola. Je sais. Oui. Je sais. Donc ces 5 personnes étaient parties. Massambo, voilà, étaient parties en Afrique. Après, lorsque M. Félix Despins est arrivé, il a voulu poursuivre cette opération, mais ça n'avait pas abouti. Et là, depuis mon arrivée, je suis rentré en contact avec le maire de Pointe-Noire au Congo, M. Jean-François Kando. Nous avons échangé et nous sommes en train de tisser les liens pour un jumelage entre nos 2 collectivités, Pointe-Noire de Guadeloupe et Pointe-Noire au Congo. Et nous voulons que ce jumelage soit un événement majeur dans la vie de la collectivité, tant au plan économique que culturel que sportif. C'est quelque chose de... Il y a déjà une date? Eh bien, écoutez, le 11 mai 2022, la ville de Pointe-Noire au Congo va fêter son centenaire. D'accord. Et lors de nos premiers contacts, monsieur le maire souhaitait qu'une délégation de Pointe-Noiriens vienne sur sa ville et que nous, en retour, évidemment, il y a toujours le si de la pandémie. Nous aimerions qu'en retour, qu'ils viennent peut-être si les choses s'éclaircissent lors de la fête de Pointe-Noire de 2022, 2023. Oui. Alors, je n'ai pas posé la question avant que je vous laisse pour les vœux. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Pourquoi Pointe-Noire s'appelle Pointe-Noire? Eh bien, c'est parce que lorsque vous arrivez de Bouillante ou de Basse-Terre, que vous arrivez au niveau de Cramier, vous voyez Cramier après l'hôpital Ouverture, et que vous regardez Pointe-Noire, vous allez voir qu'il y a une partie de la côte qui est noire, et c'est de la lave volcanique des anciennes éruptions qui ont eu lieu. Et quand on arrive, on voit cette pointe noire qui se trouve derrière la mairie. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle pointe noire. Voilà. 2 petits mots pour terminer, Camille Elisabeth, pour les vœux à vos concitoyens et aux Guadeloupéens. Bien écoutez, dans un premier temps, concernant la Guadeloupe, j'ai envie de dire que c'est un vœu mais profond et sincère que mon pays, la Guadeloupe, retrouve sa sérénité. Parce que depuis quelque temps,
La Guadeloupe est en ébullition, la Guadeloupe c'est une courte minute. Et on voit que la tension monte, et je crains qu'il y ait une explosion. Les éléments, on connaît les motifs de cette montée en puissance. Et la Guadeloupe ne doit pas exploser parce que, quelles que soient nos origines, quels que soient les postes qu'on occupe, on est tous des Guadeloupéens. Tout à fait. Et quand on est Guadeloupéen, on est en famille, on ne doit pas se mentir, on entend nous. Ouais. Maintenant, concernant Pointe-Noire, eh bien, je souhaite, et ça, c'est pour tout le monde, mais puisqu'on a beaucoup parlé de pandémie, que cette pandémie qui plane sous nos têtes depuis un certain temps puisse arriver à s'apaiser. Alors, c'est vrai que ce sont les scientifiques qui font des recherches, qui peuvent peut-être trouver des solutions. Et puis, pour ma commune, eh bien, que nous puissions repartir sur de nouvelle base, que nous puissions prendre un nouvel élan pour que Pointe-Noire puisse émerger et de redevenir la commune attractive qu'elle a été par le passé et qu'elle doit retrouver sa sérénité. Ben, on vous le souhaite aussi. En tout cas, merci d'être venu, Camille Elisabeth, en direct du ZCL. Il est 12h59. On prend la première pause. Dans un instant, on va retrouver Jean-Philippe Nilor et Mme Caroline Fangarol. On va vous saluer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, un jour particulier, puisque c'est l'anniversaire 71e, 72e 71e anniversaire du décès de Fangarol, illustre guadeloupéen, qui a été maire de Pointe-à-Pitre pendant un coup. On a absolument parlé de ça tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h08. Avant de donner la parole à Mme Fangarol, qu'on salue, merci d'être là, 61e anniversaire de la mort de votre grand-père. On a aussi avec nous M. Yann Jean, avec lui. Yann Jean, oui, qui est venu nous parler de la sécurité sociale. Et comme par hasard, le jour de l'arrivée du décès, du décès de M. Fangarol, qui a créé la sécurité sociale en Guadeloupe, c'est dire l'importance de ce qui va se passer dans un instant. Pour l'heure, on part à Paris tout de suite avec Jean-Philippe Nilor qui est avec nous. Jean-Philippe Nilor, bonjour. Bonjour, je suis en Martinique. Oui, il est en Martinique. Bien. Alors, je salue tout le peuple guadeloupéen. Ben, merci. Jean-Philippe Nilor, on vous fait parler aujourd'hui, on vous interviewe aujourd'hui parce que lors la semaine dernière, lors du vote de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, vous avez pris une position, on peut estimer, de courageuse. Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci de considérer que ma position est courageuse, mais elle est surtout cohérente. Depuis le début de cette crise sanitaire, j'ai beaucoup analysé, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup étudié, examiné, et je suis arrivé à la conviction que l'objectif du gouvernement n'était pas de mener une politique de santé publique pour sécuriser la situation et pour améliorer la santé des citoyens, ni pour empêcher la propagation du virus, mais l'objectif du gouvernement, de ce gouvernement, était de faire du chiffre, donc d'améliorer continuellement les statistiques des personnes vaccinées, quitte à mentir, quitte à proférer des contre-vérités. Ce gouvernement n'a pas hésité, n'a pas lésiné sur les moyens pour obliger les Français d'une manière générale à se faire vacciner ou à se faire piquer, et notamment les populations, entre guillemets, d'outre-mer, qui étaient récalcitrantes à ces injonctions à l'injection. Oui. Donc, dès le début, je me suis senti solidaire de ces gens à qui on voulait systématiquement contraindre de se faire injecter ce produit. Alors, Jean-Philippe Nilor, quand même, vous étiez à l'Assemblée nationale française. Est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité d'un certain nombre d'amendements? Parce que j'ai vu qu'il y a 2 parlementaires guadeloupéens qui ont essayé d'amender ce projet de loi. Oui, absolument. J'ai moi-même présenté 3 amendements majeurs, qui ont été bien évidemment rejetés d'un revers de main par le gouvernement. Balayés même, oui. Des amendements de bon sens. Oui. Parce que la réalité dans nos territoires n'est pas la réalité en France hexagonale.
Lorsqu'en Martinique, en Guadeloupe, on a un taux de couverture vaccinale qui atteint les 40%, péniblement les 40%, alors qu'en France hexagonale, il atteint, nous dit-on, 77 ou 90%, en fonction des populations de référence. Oui. Il y a un écart significatif qui crée une différence de taille. Et lorsqu'on applique le pass vaccinal dans nos territoires, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane notamment, ce n'est pas une minorité de la population qui subit une ségrégation, mais une majorité de la population qui subit une ségrégation. Et honnêtement, on a un droit, moi en tant que représentant de ces peuples dits d'outre-mer, de toutes ces ex-colonies françaises, je suis en droit d'interpeller le gouvernement pour lui dire que si chez eux, il n'y avait que 40% de couverture vaccinale, est-ce qu'ils auraient eu le toupet de proposer de voter pour ce pass vaccinal? Tout à fait. Parce que, finalement, en voulant emmerder les non-vaccinés, comme le président de la République l'a dit et l'a assumé, ce qui est, soit dit en passant, grave, et de la bouche du président de la République, on va pourrir la vie d'une majorité de Martiniquaises et de Guadeloupéens. Donc c'est la mort sanitaire, c'est la mort sociale, c'est la mort économique, c'est la mort culturelle, c'est la mort sportive, la mort éducationnelle aussi, de nos territoires, de nos peuples. Et j'ai le sentiment par moment que ce gouvernement veut nous punir d'avoir résisté. Et comme quoi on a commis un crime, c'est d'avoir clairement refusé de céder, de s'aplatir devant les injonctions de ce gouvernement. Oui. Donc voilà, ma motivation était celle-là, ma détermination était celle-là. Je ne suis pas intervenu seulement au nom de la Martinique, mais je me suis permis d'intervenir aussi au nom du peuple guadeloupéen et du peuple guyanais pour porter cette voix de ces peuples, et c'est cette voix que le gouvernement refuse d'entendre. Et c'est bien pour ça qu'on vous a interviewé aujourd'hui. Alors, vous pensez que finalement, il aurait été possible d'adapter cette loi pour nos régions, pour la Guadeloupe, Martinique, la Guyane? Alors, non seulement c'était possible, mais c'était surtout éminemment souhaitable. Déjà, pour la France, cette loi n'est pas porteuse de choses positives et d'amélioration. Parce que j'ai étudié de fond en comble les dispositions de cette loi sur le pass vaccinal. Aucune disposition n'est réellement destinée à limiter la propagation de la maladie. Oui. Et le discours du gouvernement, la manipulation du gouvernement, ce discours a été quelque part anéanti par le variant Omicron. Parce que ce variant Omicron, il touche encore plus clairement aussi bien les vaccinés que les non-vaccinés. Donc, dans ces conditions, dans la mesure où des études scientifiques démontrent que les vaccinés sont aussi touchés que les non-vaccinés, quel est l'intérêt de ce pass sanitaire pour la France déjà? Mais dans nos territoires, et là je vais parler de la situation de nos hôpitaux, nos parlementaires de tous bords, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, je ne parle même pas de Mayotte, ou c'est encore pire, dénoncent la situation de nos hôpitaux. Tout à fait. Depuis des décennies. Et le gouvernement, et ce gouvernement-là, mais les gouvernements précédents aussi, ont démontré que ce n'était pas leur souci premier, l'amélioration de la santé des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais. Je rappelle qu'au moment de la crise sanitaire, alors que le ministre de la Santé affirme que si on a été aussi touché par une hécatombe de morts, c'est parce qu'on n'était pas vacciné en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, notamment. Mais je rappelle que cette épidémie, c'est surtout ce qui s'est passé, et c'est une hécatombe, et les victimes sont surtout des personnes non soignées. Oui. Parce qu'il n'y a aucun protocole, y compris les protocoles de la haute autorité de santé. Aucun protocole n'a été appliqué dans nos territoires. Est-ce que moi, en tant que parlementaire, un député représentant d'un peuple, je dois être le porte-parole d'un gouvernement qui se contredit et appeler mes compatriotes à la vaccination alors que je n'ai aucune compétence en matière médicale?
Moi, je n'appelle ni à se faire vacciner, ni à ne pas se faire vacciner. J'ai fait mon choix personnel de ne pas me faire vacciner et je l'assume. Je n'attends aucune félicitation pour ça, mais je n'attends aucun mépris pour mon choix personnel. Mais je n'ai pas à être le porte-parole du gouvernement, comme je vois trop d'élus de Martinique, de Guadeloupe le faire, être des porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas sous quelle pression ce qui est promis aux uns et aux autres en récompense de leur docilité, de leur subordination, mais enfin c'est grave ce qui se passe. Au nom de quoi les élus doivent appeler le peuple à se faire vacciner? Je ne vois pas. Moi, je peux tout au plus appeler les gens à consulter leur médecin, à condition de vérifier que ce médecin n'ait pas de conflit d'intérêt, et à consulter leur médecin et à suivre les conseils de leur médecin. Une avant-dernière question, Jean-Philippe Nilor. Vous savez qu'il y a des foyers de résistance aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique qu'en Guyane. En tant que parlementaire, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quel est le message que vous leur faites passer? Mais moi, je soutiens très franchement, et je ne fais pas semblant de soutenir, je soutiens totalement ces mouvements de contestation. J'espère que ce ne sont pas simplement des foyers, ou sinon que ces foyers vont se généraliser, parce qu'on ne peut pas accepter ce qui est en train de se faire aujourd'hui. On ne peut pas accepter de se priver de personnel hospitalier compétent et motivé, alors que la situation sanitaire de notre pays est grave. Et pas seulement par rapport à la crise sanitaire, cette crise-là, parce qu'on est quand même record du monde en Martinique et en Guadeloupe de cancer de la prostate, les cancers du sein prolifèrent chez les femmes. Il y a beaucoup de problèmes de santé liés à la malbouffe, à l'obésité, à l'hypertension, au diabète, à toutes ces pathologies. Et on ne peut pas accepter de se priver délibérément, sciemment, de moyens humains au service de la santé. Nos territoires ne peuvent pas accepter de voir autant de leurs enfants professionnels de santé plongés dans la précarité. Mais enfin, on a déjà des taux de précarité qui sont largement supérieurs à ceux de la France hexagonale. Et avec ces mesures liberticides, on va encore aggraver la situation sociale dans nos territoires. Donc moi, en tant que représentant de mon peuple, je ne peux pas accepter et dire merci Boana, merci à ce gouvernement de prendre des mesures qui sont aussi mortifères par rapport à la situation de notre pays. Je rappelle qu'au plus fort de la crise sanitaire, alors que les gens mouraient en Martinique et en Guadeloupe, il y a des gens qui sont morts par manque d'oxygène. Oui. Qu'on a pris 3 semaines pour nous envoyer de l'oxygène, alors qu'on a pris que 2 jours pour nous envoyer le GIGN. C'est vrai. Donc Voilà. c'est suffisamment grave. En soi, cet exemple suffit à démontrer les intentions réelles du gouvernement, qui n'étaient pas de protéger la vie humaine, mais de démontrer qu'en refusant de se faire vacciner massivement, le peuple de Guadeloupe, le peuple de Martinique, le peuple de Guyane devait subir une punition. Cette punition, c'était de supporter des morts qui n'ont pas été soignées. C'est des personnes qui n'ont pas été soignées suffisamment en amont. On a tout fait pour favoriser un engorgement de l'hôpital, un engorgement de la réanimation. Et je vais même plus loin. Cet engorgement de l'hôpital, cet engorgement de la réanimation a créé aussi, a provoqué un engorgement des morgues, un engorgement de nos cimetières. Et ça, je ne le pardonnerai jamais à ce gouvernement. Bien, votre parole sera entendue, aura sûrement un écho en Guadeloupe. Une dernière chose, Jean-Philippe Nilor, on vous a eu, disons, par téléphone. Est-ce que vous pensez un jour venir en Guadeloupe dire tout ça que vous pensez un petit peu et répondre en direct, comme on dit, en présentiel à nos questions? Ah, moi, je toujours préféré en présentiel, donc c'est plus plaisir, je accepté, si c'est une invitation au café moi, c'est plus plaisir que je accepté de venir Guadeloupe. Déjà, moi, envie d'aller Guadeloupe, ça fait un moment que je ne pas venir Guadeloupe, je suis famille Guadeloupe, je suis amis Guadeloupe, et je suis le monde de Guadeloupe qui a envoyé un message d'encouragement, moi, ça a dopé, moi, ça a encore plus de détermination, plus de motivation pour mener un combat comme je mener. Donc c'est du plaisir que j'ai accepté de venir Guadeloupe depuis mon créneau. C'est peut-être pas la semaine qu'il a, mais la semaine qui a venu. Après, je suis venu, si vous invité moi, en plus, je ne suis jamais venu dans les studios de Canal 10. Et c'est une chaîne comme je suivant l'eau. Et je parle en l'eau de Canal 10, y compris Martinique. Oui. Donc c'est du plaisir, c'est un honneur. Moi, si vous avez invité moi, je suis une invitation, je suis venu Guadeloupe et puis plaisir. Je suis venu Guadeloupe pour 2-3 jours. Et puis,
comme ça, m'a été en présentiel, les yeux dans les yeux, parler, puis les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Nous sommes bien contents. Bien, quand on dit en anglais welcome, eh bien, nous attendons à don d'autres soleil sans la pluie. Voilà, 13h, merci Jean-Philippe Nilo. 13h21, on va faire un petit peu de politique, puisque je vous l'ai dit, on reçoit Caroline Fingarol, qui est la petite fille de l'ancien maire de Pointe-à-Pitre. C'est le 71e anniversaire de son décès, et c'est la raison pour laquelle Caroline est avec nous. Bonjour. Bonjour, la Guadeloupe. Bonjour, M. Landis. Alors, c'est un grand-père qui est devenu en Guadeloupe mythique, puisque c'est à cause de lui, grâce à lui en tout cas, que la sécurité sociale a été instituée en Guadeloupe. On va parler de la sécurité sociale tout à l'heure avec monsieur Jeanne, qui est là, on ne va pas tromper moins. Et, non, en bon, voilà ça. Alors, qu'est-ce que vous vous souvenez de votre grand-père que vous avez peut-être même pas connu? Alors, effectivement, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, mais au travers des témoignages de sa sœur, oui. donc notre tante, nous avons quand même des souvenirs qu'il nous a racontés. Oui. C'était un Pointois, déjà. C'est un Pointois? C'est un Pointois. Parce qu'on m'a dit qu'il est né à Capesterre. Non, il est né à Pointe-à-Pitre et légitimé à Capesterre. Ah, d'accord. Et donc, c'était un homme qui aimait beaucoup les gens, le peuple. Oui. Il était enseignant, très apprécié de ses élèves. D'ailleurs, ma mère a été une de ses élèves. D'accord. Mais bon, à cette époque-là, il ne savait pas encore si elle allait rencontrer mon père. D'accord. Ouais, ça, on fait bien les choses, hein, il faut le dire. Hein. Il faut dire aussi que mon grand-père, au décès de mon grand-père, mon père n'avait que 16 ans. D'accord. Donc, c'était en 1951, c'est ça? Tout à fait, en 1951. Oui. Et donc, il était enseignant. Il a été aussi un syndicaliste très engagé. Oui. Il était à l'origine de la création de la CGT. Oui. Et tous ces combats qu'il a menés... Il était communiste aussi, il faut le dire. Ah oui, il était communiste. Oui. Ça, c'est sûr. Il était communiste. Et ce qui nous a valu à ma sœur et à moi... d'être stigmatisé? Comment? Vous avez été stigmatisé? Si, à l'école, oui, tout à fait. Ah bon? Ah oui, Timouna communiste, oui. Ah, je vois qu'il y a un Timouna communiste. Oui, tout à fait. Et il a été justement le père fondateur de la sécurité sociale. Oui. Et ça, c'est sa vie publique. Oui. Et dans sa vie privée, il a épousé Madame Colette Dracon, avec qui il a eu 2 enfants, oui. qui est Georges. Pendant son mariage, il a eu un autre enfant, Pierre. Et au décès de son épouse, oui. il a eu Jocelyne Fongarol, sa seule fille. Oui. Et il s'est marié après avec Madame Rassel. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand vous passez à Pointe-à-Pitre ou bien vous allez du côté de la sécurité sociale, vous voyez des choses écrites, oui Fingarol, bâtiment Fingarol, square Fingarol, etc. Alors, écoutez, c'est toujours de l'émotion, contrairement à depuis le temps. Toujours, ça me fait toujours de l'émotion, ça m'émeut toujours, parce que je me dis que je ne l'ai pas connu, mais au travers de ces témoignages et de ces signes qui me disent que quand même il a été comme apprécié. Oui. Parce que c'est pas seulement à Pointe-à-Pitre qu'il a une rue, un immeuble, enfin qu'un immeuble porte son nom, qu'une rue porte son nom, mais à Capesterre aussi, au Moule aussi, peut-être à d'autres communes aussi. Oui. Donc je me dis que quand même c'est quelqu'un qui avait vraiment été apprécié. Et quand les gens me racontent le jour de son décès, oui. Comment la foule qu'il y avait et les gens étaient vraiment en pleurs, je me dis que quand même c'était quelqu'un qui a marqué Alors, il y a un grand mystère, un hyper mystère sur son décès. Alors, quelquefois, on dit c'est un assassinat, d'autres fois, on dit c'est une mort naturelle. Qu'est-ce que vous en avez entendu, vous? Alors, j'ai entendu que c'était une mort naturelle, j'ai entendu aussi que c'était un assassinat, mais dans la famille, on pense sincèrement que c'était un assassinat parce que jusqu'à présent, les viscères avaient été envoyés à la médecine légiste de France. Et jusqu'à les analyses, ça n'a pas jamais ouvert? On a déjà demandé, mais on ne les a pas. C'est jamais arrivé? Non. Alors je pense que si c'était une mort naturelle, oui. On nous aurait donné. Oui, les résultats de l'autopsie, oui. Bien sûr. Oui. Mais jusqu'à présent, non, on n'a pas de résultats. Oui. Et donc, donc vous avez quand même dit quelque chose d'important parce que jusqu'à aujourd'hui, je pensais que c'était un capestérien, puisque les jeunes capestères l'admiraient en tant qu'hôtel. On l'avait rebaptisé capestérien. C'est un Pointois. Et aujourd'hui, quand vous portez ce nom, c'est lourd à porter. Vous m'avez dit que, comme j'étais jeune, on vous a stigmatisé aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une confidence. Allez-y. Et à toute la Guadeloupe, d'ailleurs. C'est monsieur Yakou, Henri, oui. qui m'a réconcilié avec mon nom. Comment ça? Quand lui aussi, il avait fait des recherches au niveau d'Amélie Fingarol, et oui. on a eu à se rencontrer. Et il m'a vraiment réconcilié parce que j'étais tellement stigmatisée que quand on me demandait mon nom, je disais simplement Caroline.
Ah bon, à ce point-là? Oui, oui. Ouais, mais c'est grave, ça. Ah, oui, Caroline. Oui. Caroline. Moi, je l'appelle Caroline. Oui. Mais, Caroline. Oui, voilà. Ah bon? Bon, maintenant, ça y est. Ah oui, ça y est, maintenant, bon, avec l'âge, bon, on se dit, bon... Donc, chaque année, je peux vous inviter à venir pour l'anniversaire de son... Avec plaisir, ce sera avec plaisir. Oui. Et donc, est-ce que, c'est la dernière question, est-ce que, de votre point de vue, vous trouvez quand même que sa mémoire est bien respectée? Je me souviens, il y avait quelque chose pour le 100e anniversaire de sa naissance. Tout à fait. Oui. Il y a eu une manifestation qui a duré sur plusieurs jours, et pour ses 100 ans. Oui. Et non, moi j'ai trouvé ça très bien parce que, pour revenir un peu à ce que les gens pensent d'Amélie Fingarol, j'ai rencontré la semaine dernière une jeune enseignante qui me dit qu'elle est dans une école privée et qu'elle parle à ses enfants, enfin à ses élèves, d'Amélie Fingarol, parce qu'elle dit qu'il y a plein de personnalités de la Guadeloupe qui ne sont pas connues et les enfants ne savent pas, donc je lui dis c'est très bien, mais c'est curieusement, quand je l'ai rencontrée la semaine dernière, elle me dit ça. Je lui dis, mais c'est très bien. Elle me dit, oui, parce qu'il y a des gens qui ont fait plein de choses en Guadeloupe et on n'en parle pas. Donc il faut que les enfants sachent qui est Amélie Fingarol, qui était Josy Archimède, enfin des personnes illustres de la Guadeloupe. Dernière chose, il reste beaucoup de Fingarol toujours? Alors, ma soeur et moi, nous sommes deux. Ma cousine Paloma, José et Gisèle, et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est tout? Ça veut dire que le nom est en train de disparaître? Et oui, le nom est en train de disparaître. Oui. Bon, en tout cas, on vous remercie, Madame Fingarol, d'être venue pour ce 71e anniversaire. Oui. Je vous remercie. Et puis, je vous en prie, le plaisir était pour nous. À l'année prochaine, alors. À l'année prochaine. Dites-moi juste un dernier petit mot. Oui. Il est prévu d'écrire un jour un ouvrage sur Fingarol? Alors, il y a M. Le Breton qui a écrit un livre. Oui. Mais il faut tuer le député communiste. Ouais. Voilà. Nous aussi, nous essayons de. Mais ce n'est pas facile parce que quand on n'a pas d'éléments. Oui. Mais il y a des archives quand même. Il y a des archives, mais qui sont. Est-ce qu'elles sont suffisamment. Est-ce qu'il y en a suffisamment pour écrire un bouquin? Mais en fait, ma soeur et moi, on y pense. Vous y pensez? Oui. Bon, mais si l'année prochaine le bouquin est sorti, ce sera encore mieux, ce sera encore un élément supplémentaire. 13h28, merci en tout cas Caroline d'être venue. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec M. Yann de son prénom. On parlera avec lui de la fonction de conseiller d'entreprise à la CGSS, le jour même de l'anniversaire de Amélie Fingarol. C'est pas un hasard. Voilà, à tout de suite. Et on va parler de fonction conseillère en entreprise de la sécurité sociale, puisqu'on vient de parler de Fingarol, et vous savez bien que la sécurité sociale en Guadeloupe a été instituée, effectivement. C'était l'un des combats du syndicaliste Amélie Fingarol. Et on reçoit aujourd'hui M. Yann. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un spécialiste, un expert en conseil assurance retraite, puisque depuis quelque temps, la Sécu, on parle beaucoup de la retraite, visiblement. Et le sujet, on l'avait annoncé la semaine dernière, enfin la dernière fois, qu'on va continuer à parler de l'offre de service avec les nouveaux services de la CGSS. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf et de nouveau? Effectivement, on avait dit qu'on allait parler de l'offre de service, mais on avait dit aussi que normalement, M. Zandrounis devait créer son espace personnel. Donc, est-ce qu'il l'a fait? Pas encore, mais en fait. C'était Noël Joudlan. Depuis dans la opposition, il faut nous dire 3 minutes. En fait. On va promettre, vous, prochaine fois, vous venez, en radio, toc, mimi. Mais comment on vient demain, on est déjà fait pour soi. Ah, pas on fait pour soi, là. D'accord. Pour aujourd'hui, la fonction conseiller en entreprise, oui, c'est encore une offre de service de la sécurité sociale. Ouais. Le principe, c'est qu'on essaie d'accompagner les entreprises. Oui. Vous avez un expert dédié, fiable, qui répond sur la réglementation, qui accompagne que ce soit les directeurs, les ressources humaines. Et on essaie en fait d'apporter un plus pour que l'employeur puisse quelque part se prononcer en fonction de sa politique RH, qu'il puisse se prononcer efficacement. Et puis aussi on essaie d'accompagner les salariés. C'est important. On a beaucoup parlé d'offres de services, tout ce qui est demande de retraite, tout ce qui est espace personnel. Mais avant tout ça aussi, il faut quand même, il y a l'entreprise, il y a la carrière. Donc il faut voir avec le salarié et l'employeur. Oui. C'est une offre complète? Oui, c'est une offre complète. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des diagnostics qui sont faits avec l'employeur. Donc on lui envoie donc un document, on voit avec lui ce qui se passe dans son entreprise, puisqu'on ne va pas faire la même chose avec une collectivité, une entreprise dans le privé. Donc nécessairement, on regarde en amont avec l'employeur ce qu'on peut mettre en place, puisqu'il y a des séances collectives qu'on peut mettre en place notamment. Il y a aussi des entretiens individuels, on appelle ça des entretiens d'information retraite, où on voit des salariés.
Donc, c'est pour nous, je pense, une opération intéressante et qui permettra notamment aux employeurs de mieux se prononcer. Avec la crise sanitaire maintenant, c'est assez compliqué. Donc, peut-être qu'on voit les choses différemment par rapport à ce qui était prévu. Donc, nous, on est là aussi pour les aider. Mais alors, comment ça fonctionne pour ce service, réellement? Alors, vous avez une adresse mail dédiée. Alors, conseil, le mot conseil singulier, point entreprise, arrobase, cgss- on va noter en même temps, conseil, point. Conseil, C-O-N-C-S-E-I-L, point entreprise. Entreprise, au pluriel entreprise? Tout est au singulier. Au singulier, oui. Arrobase, cgss-guadeloupe en toutes lettres.fr. Alors, sur cette adresse mail, vous pouvez donc nous contacter. Et on verra en fonction de vos besoins ce qu'on peut réaliser avec vous. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de se déplacer en entreprise, puisque généralement, on va dans les entreprises. Avec la crise sanitaire, on a Omicron qui sévit. Donc, pour l'heure, on ne viendra pas nécessairement dans l'entreprise, mais on verra déjà avec vous ce qu'on peut mettre en place. Et ensuite, dès que la situation soit un peu plus saine, on va passer vous voir. Donc, il peut y avoir des rendez-vous individuels, ça c'est possible. Ou des séances collectives, donc avec un certain nombre de salariés, en fonction bien évidemment des jauges et de tout ce qui existe. Ou des séances en individuel toujours, avec le salarié ou dans l'entreprise, ou chez nous, à la sécurité sociale. Il y a donc plusieurs formules qu'on propose à l'employeur. Et ça lui permet aussi de voir comment gérer ses effectifs. Et comme je parlais tout à l'heure de politique RH, c'est aussi intéressant de voir en fonction des besoins de l'entreprise, s'ils veulent embaucher aussi, s'il y a des plans, parce qu'il y a aussi des choses qui se mettent en place, des plans collectifs. Donc on essaie de voir avec eux ce qu'on peut mettre en place et surtout éviter qu'il y ait des situations délicates ou des salariés qui se retrouvent dans des situations délicates ou les employeurs qui ne savent pas trop comment faire avec certains salariés. Alors, quand on est jeune comme vous, on ne pense pas à la retraite, mais il y a quand même une date, un moment où il faut y penser, un âge où on peut y penser, commencer à y penser sérieusement. La retraite, je dirais que c'est dès l'âge de 35 ans. Carrément. Oui, la carrière, il faut qu'on vérifie déjà si au niveau des endroits où on a bossé, est-ce qu'effectivement tout a été pris en compte. Donc dès 35 ans, on vérifie. D'ailleurs, on envoie dès l'âge de 35 ans le relevé de situation individuelle aux salariés pour qu'ils voient. Et ça permet aussi derrière de se dire, bon, j'ai fait les démarches en amont. Et quand j'arrive peut-être à 50, 55, 60 ans, je sais que tout a déjà été mis en œuvre pour me permettre de partir dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, il faut s'y prendre très tôt. C'est peut-être bien de rappeler donc le contact. Conseil, point entreprise, au singulier, arrobase, cgss-guadeloupe.fr. Et vous pouvez aussi nous joindre au 39 60 si vous voulez prendre le rendez-vous. Derrière, nos collègues vont nous relayer l'information. Voilà, merci Monsieur Jeanne, qu'on va retrouver demain. Dès demain. Qu'est-ce que sera le sujet de demain? Une grosse surprise. Grosse surprise? Grosse surprise. Comme ça, on sait que fait ça, vous dites qu'on va faire là. Bon. Tout le bien, ça, on ne bien pas, après on ne bien pas, si on oublie ça. Hein. Alors, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est l'association United J128, G128 à Goyave, qui est en grève, les écoles sont fermées. Et c'est justement cette association qui s'occupe des enfants qu'ils prennent en charge quand ils sont en grève. Au sujet avec Charlie Dagonia, on regarde. Nous, c'est des animateurs des activités extrascolaires, ce qui englobe l'accueil du matin depuis 6h30 pour 8h. Après, la pause méridienne qui commence pour certains agents à 9h45 et il y a d'autres qui commencent à 11h15, ce qui pour emmener les enfants à la restauration. Et à 16h, l'accueil du soir, de 16h à 18h. Je de la nous en grève parce que c'est pour une affaire de salaire qui était irrégulier. Non payé. Déjà, depuis octobre, nous pas été payés. Et nous recevons les lettres de courrier qui dit nous que le salaire là qui est en retard. Un mois après, moi là. Un mois après. Alors, ce qui n'est pas normal non plus. Alors, du coup, nous décidons de faire un débrayage pour réclamer salaire en nous, pour réclamer dû en nous. Le 16 décembre, nous faisons un débrayage d'une heure. Ils payaient les salaires entre-temps.
ils payaient. Mais entre-temps, quand arrivé le 28 décembre 2021, nous recevons un courrier avec accusé de réception qui a dit nous convoquer à un entretien préalable pour sanction, voire pouvant aller jusqu'au licenciement. Et depuis, là, nous recevons un courrier là, nous avons mis à pied pour faute grave. Qui faute grave, on ne sait pas. Alors nous contestons mise à pied là ça, et du coup, il a dit qu'il est ouvert au dialogue, mais nous ne pouvons jamais entendre, nous ne pouvons jamais vrai. Il vient côté nous quand même lundi passé, puis il dit nous, puis il a un entretien avec nous. Et depuis, il ne peut jamais dire nous rien et il a dit qu'il est ouvert au dialogue. Alors là, nous attendons là à présent pour dialogue là ouvert entre nous par rapport à mise à pied là nous là, voire jusqu'au licenciement. C'est ça nous attendons là à présent. Je vous rectifie, l'association elle n'est pas en grève parce que la majorité des salariés travaillent, d'accord, ils font leur prestation de service pour la ville de Goyave. Tout d'abord, je vais parler au nom de la présidente parce qu'elle a des soucis professionnels et de santé, elle ne pouvait pas être présente pour l'interview. Alors, je vais vous dire qu'il y a 5 salariés effectivement qui sont en grève, apparemment, comme je vous dis. Nous, on fonctionne, vous êtes dans nos bureaux. Les établissements fonctionnaient jusqu'à aujourd'hui, que j'ai pu comprendre qu'ils ont bloqué certains établissements que nous ne sommes pas propriétaires. Ça appartient à la ville de Goyave. Les salariés, apparemment, nous ont fait une contestation de mise à pied à titre conservatoire. Comme on leur a dit, ça dépend de l'inspection du travail. Tout ça a été envoyé à l'inspection du travail et ils reprochent qu'on ne leur dit pas c'est quoi les sanctions, qu'ils n'ont pas commis de faute grave. Alors je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cela parce que c'est en charge à la présidente qui les reçoit demain et mercredi lors de leur entretien pour leur donner leurs sanctions, pas leurs sanctions, mais leur dire les faits qu'on les reproche, les motifs. On ne leur a jamais encore dit qu'ils sont licenciés, on n'a jamais encore donné aucun motif sur la mise à pied. On attend juste que les dates d'entretien qui sont déjà été évoquées et qui viennent savoir qu'est-ce que l'association leur reproche. Et si ça doit aller au licenciement, si ça doit aller à une autre sanction, là c'est pas nous qui décidons, c'est pas moi qui décide, c'est la présidente de l'association qui décide. Alors aujourd'hui, s'ils se manifestent, c'est peut-être pour dire qu'ils ont touché leur salaire en avance. Je ne saurais pas à quoi vous répondre, mais aujourd'hui, nous, l'association, on n'a rien à se reprocher. On essaie de faire un travail exemplaire au niveau des enfants, parce que la sécurité des enfants, c'est notre premier atout aujourd'hui. J'ai entendu que c'est M. Jean-Marie Nomertin qui est le représentant avec Mme Castro. J'ai toujours dit on est ouvert au dialogue. Regardez, vous m'avez appelé, on est là, on peut écouter, on a tous nos documents, d'accord? Mais les salariés doivent attendre, eux, ces salariés-là, ça, les 5 qui sont apparemment impliqués, doivent attendre leur date d'entretien pour leur dire qu'est-ce qu'on leur reproche. Voilà, la situation, on espère, va se clarifier à United G28. Il faut dire 2 petits mots quand même sur les barrages de ce matin dans la région de Gouzier, de Bouliki. Rivière des Pères, hier, c'était très chaud, c'était très tendu. On va revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'est calme. Jusqu'à quand? Point d'interrogation, donc à suivre ça. Reportage Olivier Félix, c'était hier à Bastère, Rivière des Pères, exactement. Pour le moment, la situation est maîtrisée. Nous avons pu effectivement faire reculer, ils étaient à peu près une bonne cinquantaine jusqu'à l'avenue François Mitterrand. Le rond-point Boulogne est actuellement en train d'être évacué de tous les gravats et rochers. Nous sommes en train effectivement aussi de lever les barrières enflammées. Donc pour l'instant, la situation est redevenue plus ou moins calme. Alors on a pu le voir sur les réseaux, il y a eu un accident tout à l'heure, un motard qui s'est pris des fils visiblement. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il en est pour lui? Écoutez, justement, j'ai été contacté par la salle de commandement et on a bien vu sur les réseaux sociaux effectivement ce motard chuter lourdement, en fait par des câbles qui ont été montés de part et d'autre de la chaussée. Moi je trouve ça que c'est un acte très grave parce qu'il aurait pu, heureusement que ce motard était effectivement bien équipé et tout. Arrivé sur place, personne ne s'est présenté à nous, je suppose qu'il a dû reprendre son engin et repartir et tout. Donc je n'ai pas d'éléments à vous donner autre que ceux qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Vous allez rester sur place? Nous allons rester sur place tant que la situation n'est pas apaisée et que nous allons effectivement
notre but, c'est de rétablir la circulation. Voilà ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé à Rivière-des-Pères. Bien évidemment, il y a eu un quart de la police qui a été incendié, pas de policiers blessés. Heureusement, la situation est redevenue calme à Rivière-des-Pères, la République de Rivière-des-Pères, mais on ne sait pas dans les heures qui viennent, ce qui peut encore se passer dans tout le périmètre de la Guadeloupe. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, il y a un meeting de l'UGTG, comme d'habitude, devant le BIC, la mutualité, et puis on aura probablement des échos de ce qui se passe dans notre pays, situation qui n'est toujours pas particulièrement apaisée. Par contre, pour se détendre un petit peu, on revenait vers notre chroniqueuse Noémie Milne, et elle parlait de cheveux, et vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. Qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Puis voilà, alors on parle de quoi aujourd'hui ? Alors, je vais surtout parler de la hiérarchisation des cheveux aux Antilles. Donc, je m'explique, c'est-à-dire les différents types de cheveux, donc crépus, bouclés, lisses aux Antilles. Pourquoi vous choisissez ce sujet ? Déjà parce que je possède un afro et c'est vrai que je reçois pas mal de remarques positives comme négatives, oui, par rapport à mes cheveux, même aux Antilles, puisque c'est vrai que oui, puisque dans la société, il y a encore des gens qui sont dans une autre mentalité, mais bon, on va expliquer pourquoi ces gens ont ces a priori, puisque c'est pas forcément de leur faute. Mais c'est vrai que encore à l'heure actuelle, il y a des gens qui considèrent les afros ou les locks ou les cheveux longs pour les hommes comme non sérieux, non professionnels, pas coiffés. Ça existe toujours. Ouais. Et comment toi tu expliques ce mépris pour notre coiffure naturelle en fait, hein ? Oui, alors ça vient surtout de l'esclavage, puisque lorsque les esclaves étaient déportés ici, ils n'avaient pas le droit d'abord de se coiffer. Donc ils n'avaient pas le droit de se coiffer. Non, ils n'avaient pas le droit de se coiffer, ils n'avaient pas le droit de venir avec leurs produits qu'ils utilisaient en Afrique, oui, ni avec les ustensiles. Du coup, ça faisait qu'ils avaient tout le temps les cheveux emmêlés, voire sales, puisqu'ils n'avaient pas le droit de s'occuper d'eux. Oui. Voilà. Ensuite, ils ont eu le droit de s'occuper de leurs cheveux, mais seulement avec les ustensiles de leur maître esclavagiste, donc à savoir les peignes adaptés aux cheveux lisses. Donc forcément, forcément ça ne convenait pas du tout aux cheveux crépus, donc les peignes se cassaient, et c'est de là qu'est partie cette hiérarchie des cheveux en fonction de leur lisseur, en fonction du fait de passer ou non dans le peigne des esclavagistes. Et bien c'est comme ça qu'on définissait les bons et les mauvais cheveux. Et forcément, c'est cette mentalité s'est transmise. Ils se cassent toujours. Oui. J'en sais quelque chose. Oui, mais du coup, on va voir ça après. Mais pour s'occuper de nos cheveux, ce ne sont pas ces ustensiles-là qu'il faut utiliser. On a des ustensiles spécifiques. Mais bon, tout ça pour dire que ces vestiges sont encore présents dans notre société actuelle et surtout au sein des anciennes générations, malheureusement, qui ont été éduquées comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça perdure. Alors, quelles conséquences ça a aujourd'hui, ce mépris pour les cheveux naturels afro-descendants ? Alors, la première conséquence, déjà, c'est l'invention du lissage des cheveux et du défrisage, qui provoque déjà des cancers. Oui. Le défrisage provoque des cancers. C'est aussi un perturbateur endocrinien. Oui. Donc, c'est vrai que c'est pas très conseillé d'utiliser ça sur les enfants, mais aussi sur les adultes, puisque lorsque vous appliquez ça sur vos cheveux et sur votre crâne, ça peut vous brûler le crâne, ça dénature vos cheveux à vie. Donc, pour récupérer les cheveux naturels, il faut les couper. Et voilà, c'est très nocif pour l'organisme. Et aussi l'interdiction de certaines coiffures dans des établissements aux Antilles. On a eu par exemple la polémique du lycée Bel-Air en 2019 et la polémique en 2021 de la MEP en Martinique, où certaines coiffures afro, locks, vanille, cheveux longs pour les garçons et les filles étaient interdites, et sont toujours interdites, je pense. Et aussi une perte d'estime pour les jeunes, pour les personnes qui possèdent des cheveux crépus ou voire même des cheveux bouclés parfois, qui se font sans arrêt intimider, discriminer par rapport à leurs cheveux, par leurs cheveux, pardon. Du coup, forcément, ça laisse des séquelles psychologiques.
Et c'est pareil pour les locks? Oui, les locks sont très mal vus. Je dirais même que les locks sont encore plus mal vus que les afros. Que c'est vrai que ça a une connotation assez négative, comme par exemple à cause de certains préjugés, que les locks seraient sales, les locks ne seraient pas entretenus. Alors que pas du tout, c'est une coiffure qui demande beaucoup d'entretien, c'est juste que l'ignorance fait que ces préjugés se répandent. Mais alors, Noémie, on peut se poser la question de savoir, d'accord, les gens font ce type de mépris ou par méconnaissance, mais est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Parce qu'on est quand même en 2021. Oui, voilà, donc pour évoluer les choses, déjà, je suggérerais de supprimer ces règles dans les règlements scolaires, puisqu'une coiffure n'empêche pas un enfant de travailler, n'empêche pas un enfant de réfléchir. Moi, j'ai un afro sur la tête et pourtant, je suis quand même capable de lire, de parler. Donc, pourquoi pas d'autres? Surtout que ça, comme je l'ai dit, ça fait l'enfant perdre l'estime de lui-même. Et pour construire de grandes choses, il faut déjà partir sur des bases saines. Donc pourquoi en fait discriminer les enfants par rapport à leurs caractéristiques physiques? L'uniforme, d'accord, ça peut servir pour enlever les disparités de revenus. Mais par exemple, discriminer un enfant pour sa coupe de cheveux, c'est vrai que je ne vois pas du tout l'intérêt pédagogique là-dedans. Et autre mesure qui pourrait servir aussi, c'est avoir des modèles, donc des représentations à la télé, dans les livres, dans les séries, dans les publicités. Alors pour la télé, on est servi avec toi. Voilà, ça commence, mais c'est vrai qu'on voit encore des personnes avec les cheveux défrisés ou les cheveux lisses. Et c'est vrai que ce serait bien d'inverser la balance, d'avoir plus de cheveux naturels pour que les enfants et les adultes voient que voilà, ça se porte et que c'est très joli et qu'il y a différentes possibilités de coiffure. Donc réapprendre à s'occuper de ses cheveux, parce que les cheveux crépus sont réputés pour être secs, mais ils ne sont pas secs s'ils sont bien entretenus. Et donc voilà, il y a beaucoup de formations qui existent, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais il y a aussi un autre problème, c'est le problème des perruques. Bon, après, les perruques, c'est vrai que c'est un autre débat, mais je vois pas le mal. On en parle aussi. Hein. Oui, mais je vois pas le mal d'avoir une perruque. Des perruques à cheveux lisses? Du moment que en fait la personne s'occupe de ses cheveux en dessous, puisque il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme coiffure protectrice, c'est-à-dire qu'en dessous elles prennent soin de leurs cheveux naturels, donc elles font des tresses, elles font des soins et elles protègent leurs cheveux comme ça, donc pour qu'ils poussent plus longuement. C'est vrai que c'est pas une technique que j'utilise, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent ça et qui se sentent bien comme ça. Mais c'est vrai que si c'est une personne qui ne porte que des perruques tous les jours et qui n'assume pas ses cheveux naturels, c'est vrai que là il faudrait faire un travail sur l'acceptation de soi et essayer de comprendre pourquoi la personne n'accepte pas ses cheveux, puisque peut-être aussi qu'elle n'arrive pas à s'en occuper, donc peut-être apprendre à s'en occuper. Voilà. Alors, cela dit, j'ai quand même remarqué qu'en Guadeloupe, il y a une petite évolution et qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des cheveux naturels. Le retour aux cheveux naturels. Oui, c'est vrai qu'il y a le mouvement Napi qui est arrivé aux États-Unis et c'est vrai qu'il est arrivé ici avec un petit peu de retard. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, là, en 2021, il y a encore des écoles qui mettent dans leur règlement de ne pas venir avec des vanilles, avec des locks pour les garçons, de ne pas venir avec des afros pour les filles. Comme on dit. Voilà, et ça, pour moi, c'est inadmissible en 2021. Il faut vraiment que les mentalités évoluent, surtout que c'est dans notre nature, en fait, l'homme noir et la femme noire ont toujours eu des cheveux qui poussaient et des coiffures majestueuses, donc il faudrait assumer ce qu'on est. Ben, on a pris note et j'espère que les femmes et les hommes qui nous regardent et qui ont encore un problème avec leurs cheveux tiendront compte de ce qui a été dit dans ce Je dépose là ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois, on parlera de quoi? Ok, alors on va parler de Claude Jean-Pierre, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Jean-Pierre, oui. Voilà, c'est un homme de 67 ans qui a été assassiné par les gendarmes à Déhay l'année dernière, du coup voilà, on va en parler. Ok, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine fois avec Noémie. C'est pas Lydie32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Voilà, exactement 13h55. Je vous rappelle que nous avons reçu en début de ce ZCL Camille Elisabeth, le nouveau maire de Pointe-Noire, puisque nous avons décidé de donner la parole à tous les nouveaux élus de l'année dernière. Demain, nous allons recevoir, si je m'abuse, le maire de Port-Louis. Ensuite, nous avons eu au téléphone Jean-Philippe Nilor,
le député martiniquais qui a voté contre le pass sanitaire, vaccinal. Très courageusement, il a expliqué les raisons. Et il dit nous, en direct, là, Zotani, il vient en direct, en présentiel, aux ZCL pour parler de Tibouin avec Pep Guadeloupe, parce qu'il a des amis ici, et puis il a des messages à faire passer. Ensuite, nous avons eu Caroline Fingarol. Pourquoi? Parce que c'est le 71e anniversaire de la mort de ce maire Pointe-Noire qui a été maire l'espace d'une journée, d'une soirée, et qui est décédé le jour même. Au jour d'aujourd'hui, Caroline l'a dit, on ne sait toujours pas la raison officielle de ce décès, puisque les analyses qui devaient être faites ne sont jamais revenues. Et on ne sait pas s'il a été empoisonné ou s'il a été tué ou si c'est une mort naturelle. Avec M. Yann Jean, on a parlé de la retraite dans les entreprises et il a donné ce numéro, ce lien facile à retenir au conseil.entreprise au singulier @cgs-guadeloupe en toutes lettres.fr et c'est là que les entreprises peuvent effectivement avoir le maximum d'informations pour l'autre plateforme. Oui, on a Primo, demain nous avons créé plateforme en nous, assurance-retraite.fr. Et puis, nous avons terminé avec Noémie qui a fait un petit focus sur les cheveux naturels. Ouais, pas guérir, c'est moi, mais enfin bon. Nous avons fait éveil. CHU, on a parlé dans les informations, et là on fait un rappel des titres. La manif qui a dégénéré hier, Harold Luce et Michel de Papeete sur place. On a vu des images quelquefois très dures de ce qui s'est passé hier, puisque le bic des soignants du CHU a été complètement nettoyé, rasé, et les soignants ont aussi réagi. Il y a eu quelques échanges pas toujours amicaux entre les forces de l'ordre et les manifestants. À grève à l'association United G28 à Goyave, le directeur a répondu, les grévistes sont en mouvement, on saura exactement ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et puis, on est revenu sur le barrage de Rivière-des-Pères. C'était hier à cette heure-là, barrage qui est pour l'instant levé. D'autres barrages subsistent dans la région de Bouziers, de Boulouki. Ce soir, au meeting de l'UTS-UGTG et de l'UGTG de manière générale devant le BIC habituel à la mutualité, qui Jean-Baptiste a fini ces jours-là, ça. Est-ce que élu, collectif, qui a en face pour essayer de trouver une solution à problème de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe malade, au sens propre comme au sens figuré, il est vraiment malade. Donc, pour nous porter manœuvre et qu'il faut que tout le monde a semblé à la même décision pour nous trouver une convergence, mais ce n'est pas facile. 13h58, c'est Jordan qui était à la réalisation. Et puis nous, on vous salue, on vous retrouve demain à la même heure dans le ZCL News, l'émission qu'il ne faut jamais rater. Il ne faut pas se rater. Il y a 6 radios là, Radio Tension, et aussi c'est 10 FM. Voilà, il bout de là.